Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ce que représente vraiment le spin, assimilé à une propriété quantique qui ressemble à une rotation, sans en être une. En physique classique, quand on parle de rotation, on imagine un objet qui tourne autour de lui-même, comme une toupie par exemple. D'ailleurs, le mot spin vient du verbe anglais to spin, qui signifie tourner, il donne donc cette impression, et même les physiciens dans les premières décennies de la physique quantique ont utilisé cette analogie. Mais depuis un siècle, on sait que l'électron n'est pas une simple petite bille, c'est à la fois une onde et une particule. Il n'a ni surface, ni taille mesurable au sens classique, c'est un objet purement quantique. Par conséquent, il ne peut pas tourner sur lui-même comme une toupie ou une planète. Pourtant, il possède un spin. Alors, que signifie cette propriété exactement ? Le spin est une propriété intrinsèque de la particule, tout comme la charge électrique ou la masse. Les particules naissent avec un spin donné. L'électron a toujours un spin de 1,5. Un photon a un spin de 1. Et le boson de Higgs a un spin de 0. Ce n'est pas le résultat d'un mouvement interne, c'est une propriété quantique inscrite dans la nature même de la particule. Mais alors, pourquoi garder l'image d'une rotation et pourquoi parle-t-on de spin depuis 100 ans ? Même si la particule ne tourne pas vraiment sur elle-même, son spin se comporte exactement comme si c'était le cas. Concernant l'électron, il se comporte comme un minuscule aimant que l'on peut orienter avec un champ magnétique. Grâce à son spin, il possède un moment magnétique qui réagit au champ extérieur comme une petite toupie aimantée en précession. Une particule en rotation possède un moment cinétique, appelé spin, aligné sur son axe de rotation et représenté par le vecteur S. Cette charge en rotation génère également un moment magnétique lié au spin et aligné sur le même axe, représenté par le vecteur d'aimantation mu. C'est cette analogie entre les effets observés et non une véritable rotation qui a donné son nom au spin. Cet effet ne vient pas d'un mouvement physique, il découle directement des équations de la mécanique quantique et de la nature mathématique des particules. Chaque particule a son propre spin, comme on l'a vu, 1,5 pour l'électron, 1 pour le photon et 0 pour le Higgs. 3,5 ou plus pour certaines particules rares, 2 pour le graviton, si évidemment on le découvre un jour. Bref, la valeur peut être n'importe quel multiple entier ou demi-entier de h-bar. L'électron est le plus célèbre des exemples de spin demi parce qu'il est élémentaire, léger et facile à isoler. Quand on mesure son spin selon un axe, on ne trouve que 2 états possibles, haut ou bas. Le proton et le neutron ont aussi un spin demi, donc théoriquement 2 états aussi. Mais comme ce sont des particules composites beaucoup plus lourdes et plus complexes à manipuler individuellement, on ne les utilise pratiquement jamais pour illustrer ce principe. Ce comportement discret est l'un des marqueurs les plus fondamentaux de la mécanique quantique. Et avant qu'on ne mesure, l'électron est en superposition. Il n'est ni spin haut ni spin bas, mais les deux à la fois dans un mélange quantique des 2 états. Tant qu'on n'observe pas, la particule n'a pas à choisir. Elle existe vraiment dans plusieurs réalités en parallèle. Et c'est seulement au moment précis où on mesure que la fonction d'onde s'effondre brutalement sur un seul état, haut ou bas. Avant ça, l'électron vit dans cette superposition, un état qui défie complètement notre intuition classique. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'électron se comporte comme un minuscule aimant qu'on peut orienter grâce à un champ magnétique. La précession de spin suit la même équation mathématique que celle d'une toupie classique, mais sans qu'il y ait la moindre pièce qui tourne physiquement dans la particule. Cette analogie est presque trop parfaite, et la preuve la plus frappante, c'est l'expérience de Stern et Gerlach en 1922. On envoie des atomes d'argent dans un aimant très spécial conçu pour produire un champ magnétique plus fort en haut qu'en bas. Si le spin n'avait pas de direction, tous les atomes arriveraient au même endroit. Mais ce qu'on voit sur l'écran, c'est 2 petites taches bien séparées, une en haut et une en bas. Chaque atome a été dévié soit vers le haut, soit vers le bas, exactement comme si son spin pointait dans une direction précise avant même d'entrer dans le champ. L'expérience révèle que son moment magnétique ne peut prendre que 2 valeurs bien définies selon l'axe choisi. C'est la première observation directe de la quantification du spin. Ce n'est qu'avec la mécanique quantique moderne qu'on comprend que, avant la mesure, l'atome pouvait être dans une superposition de ces 2 orientations.
C'est cette découverte qui a fixé pour longtemps l'image de la petite flèche du spin. Dans le cadre de la physique quantique relativiste, là où la mécanique quantique et la relativité restreinte sont combinées, le spin n'apparaît pas par hasard ni comme une simple astuce mathématique. Il émerge inévitablement parce que toute particule doit respecter simultanément deux grandes lois de l'univers, la relativité restreinte d'Einstein et les symétries de l'espace-temps. La relativité restreinte impose que rien ne dépasse la vitesse de la lumière et que l'espace et le temps forment un tout indissociable, appelé l'espace-temps. Donc, pour décrire correctement une particule quantique qui se déplace près de c, la vitesse de la lumière, il faut utiliser des équations qui respectent cette structure à 4 dimensions, les 3 dimensions d'espace, x, y, z, et une dimension de temps, t. Or, quand on résout ces équations relativistes, une nouvelle propriété apparaît inévitablement dans les solutions, le spin. Il est là parce que sinon, les lois de la physique ne seraient plus les mêmes pour quelqu'un au repos ou pour quelqu'un qui file presque à la vitesse de la lumière. Dès qu'une particule peut atteindre des vitesses très élevées, on ne peut plus la traiter comme un simple petit point qui se promène dans un espace classique. Il faut obligatoirement travailler dans l'espace-temps à 4 dimensions où l'espace et le temps sont indissociables. Et c'est précisément cette exigence qui fait surgir le spin. On ne peut ni l'éviter ni le retirer sans briser toute la cohérence de la théorie. Quant aux symétries, ces règles définissent en quelque sorte la charpente invisible de l'univers. L'univers est symétrique. Que l'on tourne autour d'un objet, que l'on se déplace à vitesse constante, que l'on observe le monde dans un miroir, les lois physiques demeurent identiques. Ces règles de symétrie agissent comme des moules rigides qui imposent aux particules des formes bien précises. Et quand on combine les symétries de l'espace-temps relativiste avec la mécanique quantique, un seul type de forme supplémentaire est possible, le spin. L'univers n'accepte que des valeurs très précises, 0, 1,5, 1, 3,5, 2, 5,5, etc. Toujours des multiples entiers ou demi-entiers de h-bar, jamais des valeurs qui ne sont ni entières ni demi-entières. Par exemple, 1/3 ou 3/4. Passons maintenant à la structure nucléaire et l'appariement des spins. Même s'ils sont électriquement neutres, les neutrons possèdent aussi un moment magnétique. Cette propriété vient de leur structure interne. Comme les protons, ils sont constitués de 3 quarks aux charges différentes, 2 quarks down, bas, portant chacun moins 1/3, et un quark up, haut, portant plus 2/3, dont la somme est 2 fois moins 1/3 plus 1 fois plus 2/3, ce qui donne 0, donc le neutron est électriquement neutre. Alors que le proton est constitué de 1 quark bas et de 2 quarks hauts, la charge totale est donc égale à 1, 2 fois plus 2/3 plus 1 fois moins 1/3 égale plus 1. Chaque quark a un spin demi et donc un moment magnétique propre. Donc, pour résumer, dans le neutron, chaque quark a son propre moment magnétique. Le quark bas numéro 1 a un moment magnétique mu1, le quark bas numéro 2 a un moment magnétique mu2 et le quark haut a un moment magnétique mu3. Et la somme de ces 3 moments magnétiques est négatif pour le neutron, alors que pour le proton, la somme des moments magnétiques des 3 quarks est positif. Les nucléons, donc les neutrons et les protons, ont donc chacun un pôle nord et un pôle sud. Ce sont tous les deux des dipôles magnétiques, comme de petits aimants, mais la grande différence entre les deux est que le neutron ayant un moment magnétique négatif, son pôle nord pointe dans le sens opposé à son spin haut, alors que le proton, ayant un moment magnétique positif, son pôle nord pointe dans le même sens que son spin haut. Et le moment magnétique global d'un nucléon dépend donc de la répartition de ses quarks internes, de l'orientation de leur spin et de leur mouvement à l'intérieur du nucléon. À l'intérieur d'un noyau, les protons et les neutrons s'organisent de manière similaire aux électrons dans un atome. Ils occupent des couches énergétiques bien définies, toujours remplies en commençant par la plus basse et en montant progressivement. La grande différence, c'est que les règles qui fixent ces couches ne sont plus celles de l'électromagnétisme, mais celles de la force nucléaire forte. Les noyaux légers ont à peu près autant de neutrons que de protons, le rapport est d'environ 1. Mais dans les noyaux lourds, le nombre de neutrons dépasse nettement le nombre de protons, atteignant jusqu'à 50 à 60% de neutrons supplémentaires pour les éléments très lourds.
Mais pourquoi les noyaux lourds ont plus de neutrons? La force forte qui lie les nucléons est de très courte portée et agit de façon égale sur les protons et les neutrons. La force électrostatique, au contraire, est de longue portée et crée une répulsion croissante entre les protons à mesure que le noyau grandit. Pour les petits noyaux, cette répulsion reste faible et équilibrée, mais dans les gros noyaux, la répulsion coulombienne devient dominante. Ajouter des neutrons augmente le nombre total de nucléons et donc l'action de la force forte sans augmenter la répulsion coulombienne, puisque les neutrons sont neutres. Cela dilue l'effet de la répulsion en la distribuant sur plus de nucléons, stabilisant ainsi le noyau. Quelle est la configuration privilégiée entre l'appariement proton-neutron? Dans chaque couche nucléaire, les nucléons forment presque toujours des paires proton-neutrons. Et pourquoi? Parce que l'interaction forte favorise très fortement la situation où un proton et un neutron occupent le même niveau d'énergie avec leur spin opposé, l'un haut et l'autre bas. Cette configuration spin compensée abaisse fortement l'énergie du noyau, exactement comme une paire d'électrons dans une molécule stable. Le double rôle du principe de Pauli et de la force forte. Le principe de Pauli interdit déjà à deux protons ou deux neutrons identiques d'occuper exactement le même état quantique. Mais ce qui fait que les paires protons-neutrons se forment systématiquement, c'est surtout la force forte. Elle donne beaucoup plus d'énergie d'attraction quand un proton et un neutron partagent le même niveau avec des spins opposés. Cette configuration est tout simplement la plus stable, donc la nature la choisit presque toujours. Quelles sont les conséquences sur le spin nucléaire? Comme on l'a vu, concrètement, une paire correspond à un proton et un neutron qui occupent exactement le même niveau d'énergie, mais avec leur spin pointé en sens inverse. Comme leurs deux spins s'annulent parfaitement, cette paire ne contribue en rien au spin total du noyau. Des noyaux pair-pair ont un spin nul. Même si le spin global est nul, le noyau peut posséder un moment magnétique non nul grâce aux moments magnétiques orbitaux des nucléons. Mais en général, le moment magnétique nucléaire est nul. En revanche, quand il reste un nucléon célibataire, un proton ou un neutron sans partenaire pour annuler son spin, c'est lui seul qui décide du spin total du noyau. Autrement dit, dès qu'il y a un nombre impair de protons ou de neutrons, il y a forcément un nucléon non apparié et c'est son spin qui devient celui de tout le noyau. Et dans ce cas, il y a toujours un moment magnétique nucléaire non nul. On va prendre maintenant deux exemples très parlants. Le premier, l'hydrogène et le deutérium. L'hydrogène ordinaire H1 n'a qu'un seul proton, son spin total est forcément un demi. Le deutérium, l'isotope lourd de l'hydrogène, donc H2, est fait d'un proton et d'un neutron. Chacun a un spin demi, donc en théorie, il y a 4 combinaisons possibles. Les deux spins dans la même direction, un spin haut, un spin bas, un spin bas, un spin haut, et les deux spins dans la direction opposée. On regroupe ces 4 états en 2 groupes, le triplet, qui a un spin total de 1 et qui correspond à 3 états où les deux spins sont plutôt dans la même direction, 2 en haut et 2 en bas, et la superposition symétrique, spin opposé. Le singlet, dont le spin total égale 0, correspond à un seul état, la superposition antisymétrique, spin haut, spin bas, moins spin bas, spin haut, où les spins sont parfaitement opposés. Or, la force forte préfère très nettement le triplet car elle attire beaucoup plus fort quand les deux spins sont dans la même direction. C'est pourquoi l'état fondamental du deutérium est dans le triplet, le spin total du noyau est donc 1. Un deuxième exemple, le carbone 12, composé de 6 protons et 6 neutrons. Tous les nucléons peuvent se mettre en paire avec des spins opposés dans chaque couche. Tout est apparié, tout s'annule parfaitement, donc le spin total du noyau est nul. 6 en haut plus 6 en bas. Par contre, le carbone 13 a un neutron de plus, soit 7 neutrons et 6 protons. Un neutron reste seul dans sa couche, sans partenaire pour annuler son spin. Les 12 autres sont appariés et s'annulent. Mais ce neutron tout seul garde son spin demi et détermine le spin total du noyau, qui vaut donc un demi. 6 en haut plus 6 en bas plus 1 en haut. La semaine prochaine, nous verrons le fonctionnement de l'IRM, le comportement des protons dans notre corps, le rôle de leur spin et la façon dont tous ces phénomènes se combinent pour produire une image.